Les rassonnés, mesdames et messieurs, pour un nouveau numéro de ces magazines Discours au peuple qui passe chaque jour sur nos antennes, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler de ces refus du M23 de pouvoir participer au pourparlers de paix initié par Luanda. Le président angolais avait convoqué Kinshasa ainsi que les leaders du mouvement M23 à pouvoir entamer des discussions directes. Qu'est-ce qui justifierait ces refus du côté de M23? Tout simplement parce que l'Union européenne aurait sanctionné quelques membres de ces groupes du M23. Voilà pourquoi ce mouvement dirigé par Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa a brillé par son absence alors que les négociations devraient se tenir le 18 mars 2025. Donc, c'était la journée d'hier. Alors, pour beaucoup plus scruter sur cette problématique, nous avons fait appel à M. Patrick Omari qui est avec nous. Je rappelle qu'il est aussi un leader politique, leader d'opinion également, un entrepreneur. Soyez les bienvenus. Merci, M. Johnny. Oui, comment vous trouvez aussi cette attitude affichée par les groupes terroristes du M23 qui n'a pas voulu entamer le processus de pourparlers de paix qui était initié par le président de l'Angola, Joao Lourenço, qui voulait voir les atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo se terminer à travers ces négociations directes entre Kinshasa et le M23. Ouais, vous êtes sans ignorer comme moi. La fois passée, c'était Kagame qui devait s'y rendre en Angola pour parler avec la délégation congolaise. Là, c'était le chef de l'État lui-même. Et Kagame n'était pas parti. Et le M23, comme le président l'a toujours dit, ce sont des pantins, ce sont des représentants d'un chef. Et ce chef-là, c'est Kagame. Ce que Kagame avait fait, et eux, en tant que poulains, ils ne sont là que répéter les jeux de leur maître. C'était ça, c'est pourquoi ils ne sont pas venus. Oui, c'était ça. Alors, de l'autre côté, nous voyons aussi l'une des réclamations de M23 serait beaucoup plus des sanctions que l'Union européenne aurait déclarées sur certains de leurs membres. Voilà pourquoi ils n'ont pas voulu s'inscrire dans cette logique, tout en réclamant que ces sanctions puissent être d'abord abolies sur leurs membres, d'où ils seront aussi disponible pour entamer des discussions directes. Est-ce que cette réclamation elle est totalement fondée? Cette réclamation, humainement parlant, elle est fondée. Pourquoi? Mettez-vous à leur place. En tant qu'humain, on te dit d'aller faire quelque chose. Et à gauche, on te demande encore de ne pas aller tête haute parce que tu es sanctionné. Ça va te décourager et tu ne seras pas posé dans ces dialogues. C'est pour cette raison, humainement parlant, comme je l'ai dit, c'est tout à fait normal parce qu'il y a eu sanction 24 heures avant le dialogue. Et eux aussi, ils ont réagi de cette manière. Mais connaissant bien le M23, peut-être ce n'est pas ça la raison. Ils se sont donné juste cette peine-là de tomber sur cette occasion, de dire que oh, l'Union européenne nous a sanctionnés et c'est fini, ils ne viendront pas. Alors, il y a une certaine opinion proche du pouvoir qui estimerait qu'avec ces refus du M23 de pouvoir adhérer aux négociations directes avec Kinshasa, d'où la victoire revient désormais à Kinshasa, qui se retrouve maintenant dans un état de force et aussi un état de plus d'arguments pour brandir ça à la communauté internationale qui attendait aussi voir ces discussions se tenir. Non, écoutez, ne réfléchissons pas comme des étrangers. Nous sommes tous Congolais. Parler de victoire, c'est aller loin. On ne parle pas de victoire tant que de l'autre côté, à l'est du pays est géré par d'autres personnes, des aventuriers. Ça, ce n'est pas une victoire. Là, vous allez à côté. En tant que Congolais, ce n'est pas une victoire. C'est juste les débuts d'une victoire. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'une victoire. Parce que l'Est du pays, vous connaissez, avec moi, au travers des réseaux sociaux, nous avons des informations disant que ce sont les M23 qui sont en train de régner là-bas en roi, en fouettant les peuples congolais comme si c'était des bêtes. Et ça, en tant que Congolais, on ne peut pas tolérer ça. Quand vous dites que c'est une victoire parce que ces gens-là ne sont pas venus, ce n'est pas une victoire.
C'est pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, j'ai vu même à la télé, on nous a montré, disant que le chef s'est déplacé, il s'est rencontré avec le chef de l'État rwandais. C'est juste pour chercher la paix. Si, par exemple, c'était une victoire pour le Congo, mais le chef est parti faire quoi? Et s'est rencontré avec Kagame. C'est une question qu'on doit se poser. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore une autre victoire. Tant que ces gens-là, les aventuriers, seront là en train de faire trimer le peuple congolais, ça, ce n'est pas une victoire. Alors, parlons même de cette rencontre avec entre le président Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Sous l'égide du Qatar, il y a plusieurs personnes qui estiment que le président Félix Tshisekedi ne pouvait pas aller rencontrer Paul Kagame, aller le rencontrer. Ce serait une trahison parce que beaucoup de morts dans l'est du pays. Il faudrait tout simplement engager la force de procéder par des négociations qui n'aboutiront à rien. Pourquoi dire que c'est une trahison? Trahison par rapport à qui? Le chef est là, le pouvoir est entre ses mains. Je sais qu'il y a une sagesse qui dit, c'est lui qui détient le pouvoir, c'est celui-là qui impose la paix. Le chef, lui en tant que chef, il est là juste pour chercher la solution à notre problème. S'il s'est déplacé, moi je n'ai pas une information officielle pour dire qu'ils sont allés là-bas, ils ont discuté, ils ont eu à faire un travail sur tel ou tel autre dossier. Ça, vraiment, je me réserve sur ça, parce que ça, on va laisser seulement à la RTNC et au ministre de la Communication. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons vu, c'est déjà quelque chose de bien. Le dialogue est très important là où il y a le conflit. Et surtout, même si vous prenez par exemple des enfants, hein, il y a deux enfants qui cherchent à se battre. L'autre là est plus costaud, il est fort. Et le moins fort cherche à vouloir se battre avec celui qui est fort. Vous, en tant que parent, quel serait votre sort? C'est chercher à séparer ces deux-là et le mettre dans une assiette où les deux peuvent se retrouver. C'est ce qu'on appelle dialogue. Il y a la guerre aujourd'hui. Nous, en tant que peuple congolais, il y a des gens qui meurent là-bas à l'Est. Kagame et Nanga et les gens de M23, comme ils sont là, avant de récupérer certaines localités ou certains villages, ils ont eu à tuer des gens. C'est une perte pour nous. Sur le plan démographique, c'est vraiment un échec de notre côté. C'est-à-dire que le président est là, il a les devoirs, pas les droits, les devoirs de protéger cette population. C'est pour cette raison qu'il est en train d'aller à gauche, à droite. Il a envoyé même une délégation en Angola pour parler sur cette question de guerre. Si aujourd'hui les gens disent que c'est une trahison, mais moi je pense que c'est une mauvaise manière de réfléchir. Son déplacement vers l'Asie et s'est rencontré avec son homologue rwandais, je pense que c'est un pas vers une solution. Un pas vers une solution, comme je le disais tantôt, c'est les opposants. Il y a Olivier Kamitato, porte-parole de Moïse Katumbi, qui a également tweeté sur son compte X, déplorant également cette démarche du président Félix Tshisekedi. De l'autre côté, le président de ADD Congo, Prince Epenge de Lamuka, il a également qualifié de Félix Tshisekedi de quelqu'un qui veut s'approcher plus au pouvoir et amoureux du tapis rouge. Est-ce que ne voyez-vous pas que l'opposition politique congolaise est aussi, a aussi la raison de pouvoir reprocher cela au régime en place, parce que tous les deux parlent plutôt de la démarche ou le processus de la SENCO qui vise un dialogue entre Congolais et par les Congolais eux-mêmes. La démarche de la SENCO, c'est bien. Ça, c'est en interne, entre Congolais. Peut-être les gens de l'opposition devaient parler en termes des Africains. Aller peut-être en Asie, chercher un médiateur asiatique, c'est peut-être saboter la pensée africaine. Parce qu'il y avait le président angolais, c'est un Africain, et s'est retrouvé en Asie avec une race blanche, une peau blanche, en train de vouloir
les mettre ensemble. Là, quelque part, en tant qu'Africain, c'est peut-être un sabotage. Il faut réfléchir comme ça. Si on dit que le président cherche à s'accrocher au pouvoir, moi je trouve que non. La constitution que nous avons aujourd'hui donne le pouvoir à un président de la République de briguer 2 fois le mandat, c'est-à-dire 1 fois renouvelable. Le président Tshisekedi avait le premier quinquennat qui venait de se définir, il y a eu élection. Là, c'est en 2028 qu'on doit commencer à parler, à raisonner sur l'accrochage au pouvoir. Ce n'est pas aujourd'hui. Laissez quelqu'un travailler. S'il va échouer, il va assumer son bilan. C'est tout à fait normal. Quand on parle, s'il y a le mot réussite, il y a aussi l'échec. C'est-à-dire, si le président Tshisekedi, en 2028, il n'arrivait pas à finir la guerre, il n'arrivait pas à résoudre certaines questions, là, on doit dire qu'il a échoué. Et s'il cherchait à continuer au-delà de ce qui est prévu dans la Constitution, mais là, on va dire qu'il est en train de vouloir s'accrocher au pouvoir. Ce n'est pas aujourd'hui un petit matin que quelqu'un se réveille un petit matin et dit non, il s'accroche au pouvoir. Non. Alors, comment vous avez aussi trouvé cette démarche même de la Senco qui a sillonné plus auprès des différentes personnalités? Ils ont été au Rwanda, ils étaient à Goma, ils étaient également à Luanda pour rencontrer le président João Lourenço, ils étaient au Kenya, ils ont rencontré même le président de la République de la RDC. Ils ont été à Lubumbashi, ainsi partout ailleurs, toujours dans ce qu'ils appellent le pacte social pour les bien vivre ensemble. Alors, beaucoup de ceux-là qui soutiennent le régime sont en train de diaboliser cette démarche des prélats catholiques et essayer de les cesser. Comment vous trouvez aussi cette démarche des princes catholiques ainsi que des leaders ecclésiastiques de l'Église protestante au Congo? Même Dieu au ciel, il sait très bien que l'unité fait la force. Si aujourd'hui tout le monde s'est levé pour dire que ceux qui sont en train de vouloir réunir ou unir tous les Congolais sont en train de faire un faux pas, ça vraiment c'est diabolique. Peu importe la manière, mais l'unité fait la force. Il y a 2 églises, 2 confessions. Il y a la confession religieuse catholique et ECC. Les 2 là, moi personnellement, je les encourage. Pourquoi? En tant que chrétien d'abord. L'unité, c'est une force. En interne, ils ont effectué beaucoup de choses. Ils sont allés voir les rebelles, les opposants. C'est une bonne chose. Et en ce qui concerne notre continent, ils sont allés à l'extérieur. C'est un pas vers une victoire. Maintenant, si aujourd'hui, nous, en tant que Congolais, nous cherchons la paix, s'il y a des rebelles M23, il y a le Rwanda qui est derrière ces rebelles. C'est-à-dire, les M23 ne sont pas constitués seulement des Rwandais. Il y a des Congolais qui ont trahi notre pays, qui sont là avec les M23. Mais ces mêmes Congolais-là, aujourd'hui, on ne peut pas se lever un petit matin pour dire qu'ils ne sont pas Congolais. Or, même vous n'êtes pas plus Congolais que moi. De même, moi, je ne dirais pas que je suis plus Congolais que vous. C'est-à-dire, même ceux-là qui sont là dans la rébellion, des Congolais, sont des Congolais. C'est-à-dire, on doit tous les unir et savoir et bouter dehors tous les Rwandais. Ce qui est primordial. Mais si aujourd'hui on se lève un petit matin pour dire que non, les catholiques sont en train de créer une division, mais quelle division? Laissez-le d'abord, qu'ils aboutissent. C'est quel objectif on doit avoir à la fin? Si le président de la République, il est le commandant suprême, ces gens-là sont allés, les pères des églises, ils sont allés le voir en premier. Le président les a laissés. Ils sont allés voir Fayoul. Ils ont même passé un communiqué disant qu'ils sont en train de chercher à unir tous les politiciens pour la paix. Le président qui est le commandant suprême, les magistrats suprêmes, il peut initier
même quelque chose à la justice. Mais il ne l'a pas fait. Mais vous, aujourd'hui, vous voulez vous réveiller un petit matin pour dire que non, oh, ces gens-là, ils cherchent quoi? Ils cherchent. Mais alors, il faut voir bien. Peut-être derrière tout ça, il y a des intérêts individuels. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative de réunir tout le Congolais parce qu'il y a des problèmes. Les gens meurent, je vous dis. Si vous avez des contacts à Goma, vous avez des contacts à l'Est là-bas, les gens vous souffrent que vous n'avez pas idée. C'est vous, c'est nous ici, nous sommes là, chaque les 30, vous avez votre petit salaire, vous vaquez à vos besoins, tout ça. Mais si à la guerre, c'est compliqué. Alors, les auteurs de tous ces crimes-là, est-ce que n'était-il pas bon qu'ils soient sanctionnés comme nous les constatons présentement? Il y a certaines personnalités qui sont du côté M23 dont les sanctions ont été prononcées par la justice congolaise et certains de leurs biens ont été également saisis. C'est pas aussi ça l'une des solutions à entreprendre pour décourager ceux-là qui pensent toujours à la traîtrise contre la nation? Chacun de nous doit servir la nation à son niveau. Si la justice, le ministre Constant Mutamba a initié une procédure qui aboutit à la saisie et aussi à la condamnation, c'est bon, c'est à son niveau. Maintenant, tout Congolais aussi doit apporter quelque chose. Parce qu'on l'a condamné. Est-ce qu'on l'a tué? Il est là en train de sillonner. C'est-à-dire, ça, c'est un apport du ministère. Maintenant, les autres, que font les autres? Nous devons tous voir dans un sens. Parce qu'aujourd'hui, il est condamné, bien sûr, mais on ne l'a pas encore arrêté. Vous avez compris ce que j'ai dit? Avec la caution qui a été mise en jeu aussi pour tous ceux-là qui mettra la main sur ça, c'est ainsi que certains la justice. Le ministre est en train de faire des données, de servir la nation de sa manière. C'est comme il y a des autres qui servent aussi la nation, comme les joueurs. Ils ont montré leur bouche comme ça, avec le geste. Chacun de nous doit aussi servir la patrie de sa manière. C'est comme ça. Mais aux militaires aussi, au front. C'est pourquoi vous avez vu, il y a aussi des condamnations, parce qu'il y a ceux-là qui ont pris fuite. On les a condamnés. Vous avez compris? Donc, chacun de nous a sa part pour trouver une solution. Les églises aussi, ils sont là. L'église est au centre du village, comme on dit, pour réunir tout le monde. Laisser les églises, comme les deux églises, l'église catholique et l'ECC, on doit les laisser. Ils travaillent aussi pour le bien-être de la République. Et laisser les présidents aussi chercher la solution de sa manière. Comme il est allé là-bas, c'est une bonne chose. Vous comprenez? C'est déjà un prologue que nous sommes en train de vouloir chercher une solution, une victoire, comme vous l'aviez dit, que nous avons besoin d'une victoire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, c'est les magazines Discours au peuple qui passent à l'instant. Nous recevons pour vous M. Patrick Omari. Je rappelle qu'il est un leader d'opinion et aussi entrepreneur. Leader politique également. Avec lui, nous passons en régie quelques questions d'actualité au cœur de l'Aïn en République démocratique du Congo. Alors, honorable Patrick, il y a aussi ceux-là qui trouvent que la rencontre, le tête-à-tête entre les deux chefs d'État suffirait au lieu que l'on puisse encore avoir un autre processus tel que celui de Luanda entre Kinshasa ainsi que le M23, d'où il faudrait que les deux chefs d'État se parlent et ça va régler la question de l'insécurité dans la partie orientale du pays. Vous savez, hein, proférer des paroles, ce n'est pas finir une guerre. La réalité, on doit l'affronter comme ça. Bien sûr, il y a eu des arrangements, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas, je n'ai pas vu un communiqué officiel. Si réellement il y a eu des arrangements, c'est une bonne chose. Comme je l'ai dit ici, c'est un prologue. C'est un début. C'est-à-dire, nous attendons une victoire. Si, pour parler, aujourd'hui on a sanctionné des gens. On sanctionne, oh tel, il est sanctionné, mais c'est quoi ça? Ça n'apporte rien sur le plan sécuritaire. Nous devons comprendre dans ce sens-là. J'ai vu même d'autres personnes, oui, c'est fini, on a gagné, mais on a gagné quoi? Ça a commencé, on doit les coincer. Ce n'est pas ça la fin. On doit continuer à les mettre mal à l'aise pour que demain, que ces gens-là sortent, que ces gens-là quittent les territoires. C'est ça la victoire.
Prononcer seulement une sanction, ce n'est pas ça, finir la guerre. Or, ces gens-là continuent, ils progressent. Ils sont là en train de faire trimer nos frères. Ce n'est pas bon. Moi, je dirais que si vous voyez quelqu'un qui se met debout pour dire non, le président de la République était avec son homologue rwandais, c'est fini, nous avons la victoire. Mais cette personne-là, c'est une sorcière. Parce qu'on considère que c'est lui, le président rwandais, qui serait les véritables responsables de ces mouvements du 23, d'où avec lui, déjà, une fois parlé, ça va régler la question. Vous n'avez jamais écouté ou entendu qu'il y a eu des accords signés entre deux parties et ces accords-là n'ont pas été respectés. Vous n'avez jamais entendu? Ça se passe. Vous écoutez même à gauche, à droite, il y a eu des accords et les gens n'ont pas respecté. C'est de la même chose. Quelqu'un peut être là, il est là, Kagame, il dit non, oui, effectivement, les gens vont quitter, vont rentrer chez eux. Mais demain, après, ils continuent toujours à faire la guerre. Ça, ce n'est pas une solution. C'est un début. C'est un début de la victoire. Mais ce n'est pas ça une solution. Proclamer seulement comme ça la victoire, oh, nous condamnons tel, oh, nous faisons ceci, ça c'est rien. Et aussi les Européens sont derrière le Rwanda. Cette raffinerie du Rwanda a été financée par qui? Par les Européens. Comment ces gens-là achètent les minéraux qui viennent en provenance de RDC? Mais ils sont derrière le Rwanda. Peut-être c'est une stratégie aussi. Or, sanctionner quelqu'un, c'est geler ses comptes, saisir ses avoirs, c'est tout, en son nom. Si par exemple, vous avez une maison en Europe, et cette maison, c'est au nom de votre fille, mais ça n'a rien à voir avec cette sanction. Il faudrait que ces histoires-là soient en votre nom. Et c'est compliqué. Mais si quelqu'un n'a pas des avoirs là en Europe, vous les sanctionnez, ça servirait à quoi? On gagne quoi, nous, Congolais? Ça, c'est rien. Il ne faut pas se limiter seulement aux sanctions, mais on doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire les faire partir. Oui, il nous reste 5 bonnes minutes. Alors, on peut chuter avec cette question. Le chef de l'État avait réuni quelques membres de l'Union sacrée de la Nation au chapiteau de la Cité de l'Union africaine en sa résidence officielle, d'où il avait déploré les comportements de certains membres de cette famille politique de l'Union sacrée qui n'ont pas pu faire comme Jean-Pierre Demba Gombo, qui était par-ci par-là en train d'éveiller la conscience de la jeunesse congolaise ainsi que de tout le peuple à pouvoir former un bloc derrière le chef de l'État. Question de résister à cette guerre d'agression. Comment vous avez trouvé en cela? Il a voulu aussi élargir le gouvernement, cette fois-ci qui va également intégrer certains membres de l'opposition, de la société civile et quelques forces vives du pays. Question que ce soit un gouvernement de l'Union nationale par rapport à l'Union sacrée. Oui, c'était une bonne chose. Le chef aujourd'hui a besoin des gens compétents qui peuvent l'aider à trouver une solution. La priorité aujourd'hui, c'est la sécurité et l'intégrité nationale. C'est ça la priorité. Hier, on parlait du changement de la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle de ça? Non. Parce que ça, ce n'est pas une priorité pour le moment. Pour le moment, on voit le ministre Jean-Pierre Mbemba. Il est du transport, il se focalise d'abord à sensibiliser. Parce que c'est ça une priorité. On ne peut pas aujourd'hui parler du transport aussi longtemps qu'il y a guerre. Tout Congolais doit apporter quelque chose, une solution à cette guerre. C'est ce qui est primordial. Je me rappelle, parce que c'est notre pays, parce que nous parlons de notre pays, l'ancien, le président honoraire Kabila, il a parlé, s'il avait seulement 13 personnes à ses côtés, il allait réussir à changer la mentalité congolaise. Aujourd'hui, si le président de la République cherche à réunir tous les gens de l'Union sacrée et leur parler comme ça ouvertement, c'est juste pour chercher des solutions. S'il a jeté des fleurs au ministre Jean-Pierre Mbemba, c'est bien, c'est évident. Il est du transport, mais il sensibilise parce que c'est une priorité. Nous sommes en guerre. Il doit faire quelque chose par rapport à ça. Moi, je pense que si les gens sont là en train de voir seulement le mal, ce n'est pas bien. Alors, le gouvernement ouvert, l'Union nationale, qui doit intégrer l'opposition ainsi que certains... Là, il y aura un sérieux problème.
Peut-être je vais vous donner une petite révélation. Oui. Si nous avons l'obligation, bon, nous voulons faire un gouvernement d'union nationale, nous devons parler avec les autres. Si c'est seulement un gouvernement des gens de l'Union sacrée, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. On doit voir aussi l'opposition. Et quelle opposition? Les opposants qui ont la force. On voit tel, ces gens-là qui ont du poids, le poids politique. Et là, on parlera maintenant du gouvernement. Comme Moïse Katumbi, Joseph Kabila. Moi, je n'ai cité personne. Hein. Non, je suis en train de donner l'exemple par rapport à certains. Le poids, c'est une vérité. Oui. La couleur jaune reste jaune, même si vous êtes daltonien, c'est votre confusion des couleurs. Mais celui qui a le poids politique, il a le poids politique. C'est-à-dire, s'il faut faire un gouvernement d'union nationale, nous devons consulter toutes ces personnalités, toute cette classe politique pour avoir un gouvernement d'union nationale. Ou sinon, ça sera toujours l'union sacrée en train de gérer et les restes des personnes resteront toujours dans l'opposition et la paix ne sera pas sur la table. Qu'arrivera-t-il s'il arrivait que certains même leaders de l'opposition ayant l'ancrage au niveau du pays ne parvenaient pas à souscrire aussi dans cette logique? Il faut les entendre, les écouter. La République nous appartient tous. Aucun Congolais n'est au-dessus de l'autre. Il faut les écouter et voir, tout en sachant que nous avons le pouvoir, nous de l'Union sacrée. Ils viennent, on doit parler avec eux. Ils ne peuvent pas nous imposer, non, nous voulons être... Donc, le président sera quelqu'un de l'opposition, mais ça, c'est quoi ça? Or, nous avons le pouvoir. C'est-à-dire, on doit parler, les écouter pour avoir le gouvernement de l'Union nationale. Parce que c'est nous qui cherchons le gouvernement de l'Union nationale. Eux, là, ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas besoin de ça. C'est nous qui cherchons la paix. Pourquoi? Pour réaliser nos promesses et réaliser aussi nos projets par rapport à la population qui nous avait fait confiance. D'où, au préalable, pour créer ou former un gouvernement d'union nationale, nous devons parler avec toutes les couches politiques, hormis l'union nationale, l'union sacrée. Merci beaucoup, honorable Patrick Omari, d'avoir répondu à notre invitation. Je ne sais pas, peut-être un message de la fin par rapport à la situation dans laquelle le pays est en train de traverser aujourd'hui. Il y a ceux-là qui invitent les jeunes à l'éveil patriotique pour intégrer les forces royalistes. Il y en a d'autres même qui interpellent certains leaders d'opinion à ne plus recourir à la traîtrise contre la mère patrie. Un message sur le dévolé là et puis on se sépare par là. Ouais, un message très simple. Ceux-là qui veulent protéger notre pays doivent éviter de faire le business dans l'armée. C'est ce qui perturbe beaucoup de choses. Si vous êtes dans l'armée, il faut avoir d'abord un don. Si vous n'êtes pas appelé militaire, faites le business. Si aujourd'hui nous sommes arrivés là où nous sommes, c'est parce qu'il y a des businessmen dans l'armée. Ils vendent, ils laissent les munitions que nous, la population, nous avons achetées pour doter cette armée. Et aujourd'hui, regardez les résultats. Ça, c'est de un. De deux, vous qui êtes à côté du chef de l'État, ne colportez pas de fausses informations. Ça décourage et ça désoriente. Dites la vérité pour que le chef, en tant que leader, qu'il cherche des solutions efficaces pour notre pays. C'est tout. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est même par ici que nous congédions cette grand-messe des débats, analyses des questions qui écument la République démocratique du Congo. Merci à notre invité pour sa disponibilité. Nous estimons qu'il ne s'en sera pas la dernière fois d'être avec nous sur ce plateau. Oui. Je crois que l'autre fois, on était encore avec vous dans ces magazines. Merci également à l'équipe réalisationnelle pilotée par Emmanuel Kabou. Mesdames et messieurs, on va se retrouver très prochainement avec la même détermination. Et à la prochaine.